j'ai créé le groupe Expert Pro, qui est une entreprise qui est dans le domaine de la formation et de l'accompagnement des entrepreneurs, mais également des cadres et des particuliers des entreprises en termes de management et de gestion. Et également, nous sommes dans le domaine de la communication. Nous accompagnons également les entreprises à mettre en place les plans de communication et à les exécuter. Et notre troisième département est toujours dans le domaine de l'informatique pour accompagner également ces mêmes entreprises-là. Donc nous faisons du 360 degrés pour l'accompagnement des entreprises, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de communication et en termes de développement d'outils digitaux et numériques pour les aider vraiment à se développer. Au-delà de ça, j'ai initié une grande conférence internationale de la réussite chaque année où j'invite des entrepreneurs internationaux, de grands entrepreneurs maliens pour venir partager leur parcours. Et l'année dernière, nous étions à la 3e édition, voilà, qui s'est très bien déroulée. C'est une conférence qui fait venir les gens de tous les pays, de l'Afrique de l'Ouest et même de la France et d'autres pays qui viennent participer également, qui viennent suivre. Et au-delà de cela, je suis également auteur. J'ai écrit 4 livres sur le parcours, pour moi, professionnel d'une personne lambda. Celui d'abord de décrocher un emploi. Et mon premier livre s'est appelé comme ça, Comment décrocher un emploi. Ensuite, j'ai écrit un deuxième livre qui est pour moi sur le développement personnel, Forger ta personnalité, qui s'appelle les 365 versets du développement personnel. Et après cela, quand tu as une personnalité forgée, il faut travailler et chercher de l'argent. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les 5 piliers de l'éducation financière. Comment chercher l'argent et bien le gérer. Et mon tout dernier livre qui vient de sortir s'appelle Le pèlerinage de l'entrepreneur africain. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un parcours, c'est une course, c'est un peu comme un pèlerinage. Il y a des étapes par lesquelles il faut passer et ainsi de suite. Et je suis dans une lignée, et je pense qu'il y a d'autres qui vont suivre. J'ouvre bientôt une école dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management qui sera une école complémentaire. Parce que je me dis, il y a assez d'universités, ITMA fait assez de bon travail pour qu'on vienne se rajouter encore à créer des universités. Et moi, j'ai voulu créer une école de courte durée, d'1 an maximum, où l'objectif principal sera de développer des compétences spécifiques en management, en éducation financière, en gestion d'équipe, en travail, ainsi de suite, en informatique, en langue, en anglais, certaines compétences dont on a besoin pour pouvoir évoluer dans la vie professionnelle. Donc l'école doit ouvrir ses portes dans 2 mois, Inch'Allah. Et il y a également d'autres projets à venir, on espère. Merci beaucoup. Et vers 2017-2018, j'ai découvert le coaching en ligne voilà, à l'international, aux États-Unis, en France, je suivais sur YouTube. Et puis un bon matin, je me suis levé vers 2018-2019. J'ai créé ma page. J'ai mis Coach Moussa Iber Oulegem. Personne ne m'a nommé, moi-même je me suis nommé. Donc je me suis lancé sans rien connaître et j'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à apprendre c'est quoi le métier, ainsi de suite. Et puis j'ai commencé à faire des posts, partager avec des gens. Et puis, par le hasard des choses, 1 an, 2 ans après, je suis rentré dans un programme qui ont décidé de nous former maintenant en coaching et de nous certifier pour avoir l'attestation de ce coaching-là. Et c'est comme ça que je me suis improvisé pour après me professionnaliser. Et je donne souvent ce conseil-là à tout le monde. Je dis, si tu aimes quelque chose, n'attends pas de dire, il faut que j'ai un diplôme dans cette chose-là. Lance-toi, fais des recherches, mais forme-toi. Va apprendre le métier, comment ça se fait réellement. Essaye de le découvrir, ainsi de suite. Maintenant, si tu as les moyens, forme-toi et ensuite lance-toi. Donc, l'un comme l'autre peut venir, mais c'est très important, à un moment ou à un autre, de se faire accompagner, de se faire former et puis de se développer dedans. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai commencé à partager mes connaissances sur les réseaux sociaux. Et comme vous savez, quand un métier n'est pas connu ou quand un métier est nouveau, tout le monde se lance dedans. Et du coup, les débuts, voilà, les gens ne comprenaient pas c'était quoi le métier. Ça ne nourrissait pas du tout son homme, ça je vous dis. Jusqu'à présent,
ce n'est pas un métier qui nourrit réellement son homme. Voilà. Mais moi, j'ai eu la chance aujourd'hui, le coaching m'a ouvert des portes, ça m'a fait rencontrer des personnalités très haut placées qui m'appellent parfois dans les bureaux pour demander conseil, si ce qu'ils peuvent faire, dans quoi ils peuvent se lancer. Et moi, aujourd'hui, j'ai un emploi du temps de coaching que je n'arrive même pas à honorer. Tellement que j'ai des séances de coaching programmées sur les 2-3 mois à venir. Et tous les jours, ça ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est arrivé par la force du travail. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu partages, tu continues, tôt ou tard, ça va finir par exploser. Mais généralement, quand tu rentres dedans par suivisme, telle personne est en train de faire, ça marche pour lui, attends, je me lance aussi. Lui aussi, il est en train de faire, ça marche. Vous allez vous rendre compte que vos débuts ne seront pas ce que vous espérez. Et au bout d'1 an, vous allez peut-être abandonner. C'est là où la passion est souvent importante. Parce que même quand ça ne marche pas, tu continues. Tu te dis de toutes les façons, ça me fait plaisir de le faire. Que je gagne de l'argent ou pas, c'est un plaisir pour moi. Et pendant que tu continues ton plaisir, un jour, l'argent vient rentrer dans ton plaisir. Donc tu fais d'une pierre deux coups. Non seulement tu t'amuses, tu te fais plaisir, mais au-delà de ça aussi, tu gagnes de l'argent. Donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé dans le coaching, dans la formation, dans l'accompagnement. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai décidé d'introduire cela voilà, dans la formation que je faisais de base, d'introduire le coaching et puis également de pouvoir développer une expertise poussée pour pouvoir mieux accompagner les gens. Donc c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Merci. Toujours pour M. Renouvier. Oui. Nous aimerions savoir qu'est-ce qu'une innovation et quelle est son importance dans le monde entrepreneurial. Qu'est-ce qu'une innovation? Vous savez, souvent, au Mali, quand il y a un nouveau mot, ça devient de la mode, tout le monde l'utilise. Innovation, innovation, innovation. L'innovation, pour moi, ça doit être l'une des choses les plus simples. Si c'est complexe et que c'est compliqué, ce n'est plus vraiment de l'innovation. Parce que l'innovation, il y a deux choses dans le mot innovation. Pour que quelque chose soit une innovation, il faut que ce soit quelque chose qui a un petit aspect nouveau. Ça ne veut pas dire que tout doit être nouveau, mais il doit avoir à l'intérieur de la nouveauté. Ça, c'est un. Le deuxième, ce produit que ça donne là doit pouvoir répondre à un marché. Ça veut dire que certaines personnes doivent être intéressées à payer. Ça doit résoudre un problème. Donc, quelque chose qui a un aspect nouvel et qui aide les gens. Les gens sont prêts à payer. Si ça n'a aucune utilité, ça devient de l'invention. Mais quand ça a une utilité, ça devient de l'innovation. Et je vais vous le dire, l'innovation au Mali n'est pas très compliquée. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Tu vas au Canada, tu regardes qu'est-ce qui existe là-bas et qui n'existe pas dans mon pays. Tu copies, tu viens, tu adaptes à la mentalité des Maliens, tu as de l'innovation. Tu regardes deux choses qui ne vont pas forcément ensemble, que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser. Je vais prendre un exemple banal. Tu prends du dableni, tu mélanges avec du zira. Si personne ne le fait, ça devient une innovation. Donc souvent, l'innovation, ce n'est que le mélange de deux choses qui ne sont pas tout le temps en lien. Quand tu les mélanges ensemble, ça donne quelque chose d'autre. Quand tu copies quelque chose sur une personne, ça devient quelque chose de nouvel. Une autre chose que tu peux faire, il y a ce qu'on appelle la défectuologie. Je prends un produit et je vais regarder. Sur chaque produit, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui fait que les gens se plaignent. Tout produit, quand vous prenez, les gens vont tous se plaindre de quelque chose. Et qu'est-ce que tu fais? Tu corriges. Si tout le monde dit que cette bouteille est petite, tu fais un format juste un peu plus grand, qui n'atteint pas le grand format, mais qui est un peu plus grand que ce format-là. Tu as quelque chose de nouveau. C'est une innovation. Donc l'innovation, ce n'est pas aller sur la Lune, essayer de faire du Tesla. L'innovation aux États-Unis est différente de l'innovation ici au Mali. Faites des choses simples qui marchent. Parce que quand quelque chose va au-delà de la compréhension des gens, personne ne va payer. On va tous dire waouh, waouh, waouh. Ouais, le gars là, vraiment, il a innové, mais il n'y a rien dans sa poche. Donc au bout de 3 mois, on va dire, mais où il est? Le gars qui avait créé la plateforme qui permettait aux gens de se téléporter d'ici à Bamako vers Ségou. Ah, on n'entend plus parler de lui. Hein. Il a disparu. Donc, et si vous voulez commencer généralement, vous n'êtes pas du tout obligé de commencer par l'innovation. Les meilleures personnes, les plus innovantes, c'est eux qui ont commencé par quelque chose de classique.
et qui ont évolué. Et pendant qu'ils étaient sur le terrain, en contact avec les clients, c'est les clients qui vont venir les dire « Ah, pourquoi tu ne mets pas ci, pourquoi tu ne mets pas ça ?» Et maintenant, il va dire « Ah oui, pourtant, c'est une bonne idée. Hein. » Et en rajoutant ça, l'innovation se crée toute seule. Mais quand tu veux forcément commencer par une innovation extraordinaire, tu vas lui faire un produit extraordinaire pour lequel la mentalité des clients n'est pas prête et personne ne va payer. Donc, tu vas rester avec ton innovation. Donc, ce que je donne souvent comme conseil aux gens, soyez simple. Prenez des projets classiques, adaptez-les simplement aux Maliens et vendez jusqu'à un certain niveau. Et puis, essayez de voir le besoin des gens et puis faites évoluer votre produit. Regardez iPhone. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque année, ils sortent un produit et ils regardent le retour des clients. Ils prennent ces retours-là, ils les mettent ensemble, ils sortent le suivant, 14. 14, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé, les gens disent que l'arrière là se casse vite. Ils ont changé, ils disent qu'on a mis titane maintenant. Voilà 15. Ils ont rajouté $5,500 dessus. L'année prochaine, les gens ont dit que le chargeur là, ça ne nous arrange pas, ils ont changé, c'est fini. L'année prochaine, quand on va prendre le 15, on va encore se plaindre. Certains vont dire que la caméra est trop longue, d'autres vont dire que l'écran est trop plat. Ils vont aplatir la caméra, ils vont changer un peu, et puis ils vont rajouter $500. Vous allez encore courir pour aller payer. C'est tout. Donc n'allez pas chercher loin, les choses les plus simples sont parfois les meilleures, et si c'est adapté à la clientèle, vous avez de l'innovation. Merci. Quand on a commencé à faire les formations, ça intéressait beaucoup les gens. Et puis en 2020, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, on n'arrivait plus à faire des formations physiques. Donc on était confronté à ce problème-là. Et puis j'ai commencé à lire un livre qui s'appelait L'autoroute du millionnaire. Et dans ce livre-là, on explique que si ton projet est lié à ta personnalité et qu'on ne peut pas le délocaliser, tu ne peux pas t'absenter, tu ne peux pas le dupliquer, c'est un projet qui peut mourir tôt ou tard et qui ne va jamais t'enrichir. Et puis je me suis arrêté, j'ai dit, tout ce qu'ils ont dit là, moi, mon business ne remplit aucun critère. Ça veut dire que je ne vais jamais m'enrichir avec ce business-là. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à réfléchir, puis j'ai eu une idée. J'ai dit, si on ne peut pas faire la formation physiquement, on va commencer à faire la formation en ligne. Et on a commencé à faire la formation en ligne. Et mieux encore, je ne me suis pas arrêté. J'ai appelé mon informaticien. J'ai dit, on va développer une plateforme sur laquelle toutes les formations que je donne, nous allons le mettre dessus. Et on a commencé à développer en 2020 cette plateforme-là. On a fini en 2021. Ensuite, on a fait un studio. On a enregistré tous les modules que je donnais. On a mis sur cette plateforme-là. On a commencé à communiquer dessus. Et depuis lors, il y a des modules jusqu'à présent. Moi, je n'ai plus jamais animé. Quand les gens appellent, on leur dit c'est existant sur la plateforme. Et les gens, ils s'inscrivent. Et j'ai commencé à gagner de l'argent sans forcément avoir quelque chose à faire. Souvent, tu viens le matin, tu vois quelqu'un s'inscrit sur cette plateforme-là tout seul, il a payé son argent. Je dis, ah ok, c'est maintenant qu'on commence à gagner de l'argent. Avant, on était en train de travailler. Donc, c'est pour dire que souvent, l'innovation viendra des problèmes et des difficultés que vous allez rencontrer sur le chemin lors de votre activité et vous allez trouver automatiquement la solution. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Le mental d'un entrepreneur, on va dire, il doit avoir un mental fort. Il doit avoir un mental fort. Dans mon premier livre où je parle de développement personnel, ce livre-là, je parle beaucoup du mental d'un gagnant. Je ne dirais pas seul d'un entrepreneur, mais quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui veut aller de loin, il doit avoir un mental qui est très fort. Et dans ce mental-là, il doit avoir le mental du gagnant. C'est celui-là d'abord qui croit en lui. Vous savez, les autres peuvent ne pas croire en vous. Mais si vous-même, vous ne croyez pas en vous, vous êtes déjà un échec. Tout le monde peut croire en toi. Si toi-même, tu ne crois pas en toi, tu es un échec. Le plus important, c'est ce que toi-même, tu penses de toi. Et si tu penses que tu es un gagnant, tu vas réussir, tu penses que peu importe les difficultés, tu peux les surmonter, il n'y a rien à faire. Peu importe ce qui va arriver, tu vas pouvoir le surmonter. Moi, je me rappelle, quand j'ai terminé l'École nationale des ingénieurs, j'ai fait le concours de la fonction publique. Et j'ai eu le concours de la fonction publique la même année. J'ai travaillé 1 an, 2 ans. Et puis un bon matin, j'ai décidé de quitter. Parce qu'avant d'être fonctionnaire, je faisais mes business. J'étais un businessman, comme elle a dit. J'étais un véritable opportuniste. Et on m'appelait la solution. Moi, mon travail, c'était résoudre le problème des autres. Quand on est assis en cause, tu dis, ah, moi-même, il y a une nouvelle chaussure qui est sortie là, je ne sais pas où trouver. Je dis, je sais.
Quand je suis avec quelqu'un, il dit, mais mon ordinateur est gâté. Je dis, je peux réparer. Donc, je savais tout faire, même si je ne savais pas forcément tout faire. Je trouvais les solutions, je trouvais les personnes. Donc, on m'appelait comme ça, NASA la solution. Donc, mon téléphone sonnait tous les jours et je résolvais. J'étais un peu comme la dame là, Olivia Pope. Elle dit dans son film qu'elle, son travail, c'est qu'elle résout les problèmes. Comme elle dit en anglais, I fix it. Donc, vous envoyez des problèmes et résoudre. Et je faisais les études en même temps. Et vous allez remarquer, 80% des gens qui réussissent en entrepreneuriat, c'est les gens qui commencent tôt. Elle vous a dit qu'elle a commencé depuis 16 ans. Vous allez demander tous les grands, ils vont vous dire, on a commencé depuis 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est pourquoi j'ai dit l'histoire de j'attends mon diplôme pour commencer là. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Les samedis, tu peux aller accompagner quelqu'un dans son restaurant. Tu peux aller mener une petite activité les jours où tu n'as pas cours, les jours de disponibilité. C'est une expérience professionnelle qui se rajoute à ta formation universitaire. Tu n'as pas besoin d'attendre. Donc, c'est comme ça. C'était quoi la question déjà? Voilà. Voilà. Et j'étais en train d'expliquer, quand j'ai quitté la fonction publique, je suis allé au Bénin pour faire des études là-bas, de master, parce que j'avais une nouvelle vision, je voulais faire quelque chose. Les parents ont tout fait pour que je reste dans la fonction publique. J'ai dit nada. Papa, maman, frère, cousin, tout le monde. J'ai dit non, ce que moi j'ai vu là-bas, c'est pas fait pour moi. Ils ont insisté, j'ai dit non, de toutes les façons, voilà, c'est moi qui prends ma décision. Donc j'ai tenu bon. Et quand je suis revenu de mes études, ils voulaient que j'ai eu un emploi dans un privé, parce que je n'avais pas d'argent. Donc j'ai cherché, j'ai déposé mon dossier. Je ne sais pas si c'est la chance ou la compétence, mais à chaque fois que je postulais, sincèrement, moi, on me prenait. Ça doit être le mental gagnant plus la compétence. Mais j'avais aussi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup apprendre. Du coup, quand je suis revenu de mes études, j'avais un master. Et quand j'ai vu, comment j'ai eu l'offre, je vais vous expliquer. Vous allez comprendre que la chance est toujours dans l'action. Quand je suis revenu de mes études, je suis quelqu'un, j'aime toujours être en activité. Donc, je suis allé sur Facebook pour ne rien avoir. J'ai pris les photos d'ordinateur et j'ai commencé à mettre sur mon statut, j'ai dit ordinateur à vendre. Alors que je n'ai aucun ordinateur. Et il y a une amie qui avait dit, alors ça tombe bien, je suis à la recherche d'un ordinateur. J'appelle le propriétaire, il me donne le prix, je négocie avec la dame, j'ai mon pourcentage. Donc je pars voir le monsieur maintenant qui vend l'ordinateur pour prendre l'ordinateur avec lui, parce que j'ai déjà récupéré l'argent. Et pendant que je prends l'ordinateur en cause, je lui dis, bon, moi-même, je viens d'arriver, donc je me suis lancé dans ces affaires-là, parce qu'il me dit que lui-même, voilà, il est dans les affaires, sinon lui, il travaille en entreprise. C'est une grande entreprise que tout le monde connaît, Mali Vision. Et je lui dis, ah bon, je dis, ah sinon moi je viens d'arriver, bon, comme je n'ai pas trouvé un emploi, il me dit, ah actuellement eux ils font un recrutement. Je dis, oui, ah bon, il dit que il cherche un poste de chef de projet technique. Et moi, pendant mes études, j'avais fait le master en informatique appliquée à la gestion des entreprises. Donc c'est un domaine technique. Et ils me disent, voilà, ils cherchent un chef de projet. Ils disent, ça tombe bien, j'ai fait le master informatique, c'est technique. Mais ils disent, ils cherchent quelqu'un qui a des compétences en gestion des projets. J'ai dit, pendant que je faisais ma formation là-bas, j'ai fait une certification en gestion des projets en ligne. Il dit, ah bon? Il dit, mais eux, ils cherchent quelqu'un qui parle l'anglais. J'ai dit, quand j'ai fini mes études au Bénin, je suis allé au Ghana. Donc, inconsciemment, je me disais, un bon informaticien doit comprendre l'anglais. Donc, quand j'ai fini l'informatique, j'ai fait gestion des projets en ligne, j'ai fait beaucoup de certifications en ligne, j'ai fait direct au Ghana parce que je travaillais au Bénin. Je travaillais la journée, je passais le cours du soir. Je suis allé au Ghana, j'ai fait l'anglais et je suis venu. Donc, tous les critères qu'il a dit, je remplissais. Ah, il dit, mais malheureusement, la date limite, c'était hier ou avant-hier. C'est passé. Il dit, mais comme c'est moi qui reçois les dossiers, envoie-moi. Je vais faire comme si j'ai reçu ça il y a longtemps. Envoie-moi les dossiers, je vais intégrer parmi les autres. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je pars, je fais mon CV, je lui envoie. Une semaine, 2 semaines plus tard, on nous envoie un test en Excel. Un test à faire. Et pendant qu'on était au Bénin, moi j'étais le président du club informatique et je donnais des cours en Word, Excel. Donc, je donnais tout le temps des cours en Word, Excel, PowerPoint gratuitement. On ne me payait pas, mais je donnais des cours dans le club informatique pour partager. Et vous savez, quand vous partagez, vous apprenez 2 fois plus. Donc, j'avais une bonne maîtrise en Word, Excel, PowerPoint. Donc, quand ils envoient l'exercice d'Excel, en 1h30, moi je finis, je les renvoie. Je le permets. Ils nous donnent 3, 4, 5 jours, mais moi je fais ça sur place, juste pour les impressionner.
et je renvoie ça sur place en moins de 31 heures. Et maintenant, on nous appelle pour le test oral. Le test oral, c'est en anglais. En ce moment, je venais du Ghana, mon anglais était encore frais. C'est pas comme maintenant, c'est un peu dégradé. Voilà, bon, maintenant, ça va aussi. Donc, je viens, je fais le test en anglais. Voilà, je me présente, je fais tout, on me pose les questions. Et on nous dit, voilà, finalement, c'est moi qui ai été retenu. On va parler de salaire. Donc, j'ai été retenu comme ça, on a parlé de salaire. Et on s'est fait une promesse. Ils m'ont promis un montant. Ils m'ont dit 3 mois après, ils vont me donner une augmentation. Donc, j'ai fait les 3 premiers mois. Après, ils ont dit, bon, comme ci, comme ça. Voilà, ils ne vont pas pouvoir m'augmenter, d'attendre encore 3 mois. J'ai dit, ça tombe bien même. Moi-même, à la base, je ne voulais pas travailler dans une entreprise. Vous m'avez donné la porte de sortie et j'ai démissionné. Et je suis allé créer mon entreprise. Et quand j'ai créé mon entreprise, je n'ai gagné absolument rien. J'ai fait 1 an. Vous savez, avant, quand je me débrouillais, la maman, je donnais 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. Mais maintenant que j'ai créé mon entreprise, c'est l'entreprise qui mangeait tout. Loyer, salaire, ainsi de suite. Je bossais pour l'entreprise. J'ai fait 4 ans sans salaire. Donc, la maman, tout le temps, elle se plaignait. Elle dit, toi, là, tu travailles ou tu ne travailles pas? J'ai dit, maman, je travaille. Mais c'est quand tu travailles, on ne voit plus ton argent. J'ai dit, non, tu sais, c'est l'entrepreneuriat, il faut attendre. Tous les jours, elle me demande, ah, il faut aller chercher du travail. Chaque matin, je me lève, je pars au travail. Mais quand je vais le soir, elle dit, il faut aller chercher du travail. Jusqu'au jour où les activités ont commencé à partir, petit à petit, un jour, on m'a invité dans un événement, je suis allé, puis je suis passé à la télé. Et ce jour-là, elle a dit, voilà, je savais que tu allais réussir un jour. Donc, c'est ça le mental d'un entrepreneur. Il croit en sa chose, même quand tout le monde doute. Même quand tout le monde dit que ça ne va pas marcher, lui il dit, je sais, tôt ou tard, ça va marcher. Comment on peut faire 4 ans dans un boulot dans lequel tu n'as pas de salaire? Mais tu restes dedans. Parce que tu te dis, tôt ou tard, ça va marcher. Donc, voilà un peu, dans cette brève explication-là, ce que j'appelle le mental. Croire en soi, continuer coûte que coûte, jusqu'à ce que ça finisse par marcher. Merci. Il y a un philosophe qui disait que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc je pense que partant de ce postulat-là, vous avez vous-même un peu votre réponse. Le zéro là, vous avez dit créer son entreprise à partir de zéro. Maintenant, tout va dépendre de ce que vous mettez derrière le zéro. Vous n'avez rien mis derrière le zéro. Zéro quoi? C'est 0 francs? Ou bien le zéro là veut dire rien? On ne peut pas entreprendre à partir de rien. Il faut au minimum des connaissances. Tu peux ne pas avoir d'argent. 0 francs, je suis d'accord avec vous. On n'a pas forcément besoin d'argent pour commencer un nouveau projet. Comme elle a fait. Mais elle avait beaucoup de connaissances. Elle avait des réseaux. Elle savait où rentrer. Elle savait qui peut fournir quoi, avec qui je peux travailler, ainsi de suite. Ça, c'est pas rien. Mais l'argent zéro, je suis d'accord, on peut entreprendre sans avoir de zéro. Et pour la petite explication, quand je suis revenu des États-Unis, j'ai appris certaines choses là-bas. Et dans des choses que j'ai apprises, l'une des choses qu'ils nous ont appris, c'est comment vendre un projet ou un produit qui n'existe pas. Comment vendre un projet ou un produit qui n'existe pas. Et quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un problème qui me fatiguait beaucoup. Ce livre-là que j'ai écrit s'appelle Les 5 piliers de l'éducation financière. C'est un livre qui est en français. Mais j'avais commencé à faire des vidéos sur TikTok en Bambara où je parlais de ce livre-là. Et 80% des gens qui me contactaient me disaient, Ouleghem, ce dont tu parles là nous intéresse. On a des problèmes à gérer nos finances. Malheureusement, ton livre est en français, nous on ne sait pas lire. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ok, on va faire un nouveau produit. Et on a fait une clé USB. Et dans cette clé USB là, j'ai tout traduit en Bambara. Tout le livre, j'ai tout traduit en Bambara. J'ai appris en une semaine à parler Bambara. Je rentrais partout. Comment on dit ce mot-là en Bambara? Comment on dit? Et quand j'ai fini de traduire, excusez-moi, j'ai pas encore fait ça. Quand j'ai eu l'idée d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma caméra, j'ai fait une vidéo. Avant même de traduire. J'ai fait une vidéo, je dis bonjour à tous, nous avons un nouveau produit qui sort. Le produit qui sort dans 2 semaines, c'est en Bambara, c'est la traduction de ce livre-là. Et malheureusement, nous allons en faire en quantité réduite. Donc, les seules personnes qui l'auront pour un début doivent faire ce qu'on appelle une précommande.
J'ai dit, il faut précommander obligatoirement. Et quand j'ai dit ça, j'ai fait une première vidéo, une deuxième, une troisième vidéo. Et en moins d'une semaine, on avait vendu 20 clés. C'était 20 000, 20 000. Donc on avait déjà 400 000 dans la caisse. Et c'est les 400 000 là qu'on a pris maintenant pour aller payer la clé. Et on a donné une date aux gens. Et avant la date là, c'est en ce moment que j'ai commencé à enregistrer. Et j'ai mis sur la clé et on a envoyé aux personnes. Donc vous voyez qu'il y avait l'argent même qu'on a pris même pour faire le projet, c'est l'argent des clients. Ils ont payé le produit avant même l'existence du produit. Et on a pris l'argent pour aller créer le produit. On a mis, et en un mois, on avait déjà vendu 2 millions. Uniquement dans ces clés-là. Donc pour vous dire que il faut un minimum qui est la connaissance. Une tête vide ne peut rien apprendre, ne peut rien entreprendre. Au minimum, il faut des connaissances. Si vous n'avez pas d'argent, soyez intelligent, soyez cultivé, lisez des livres. Au début, moi, je parlais beaucoup de livres, mais je ne les vendais pas. Quand j'ai commencé à dire aux gens de lire, je ne vendais ni des livres, je n'avais presque pas écrit de livres. Après, je me suis dit, quand je dis aux gens de lire des livres, ils reviennent me voir moi-même pour dire, quel livre tu me proposes, est-ce que tu as des livres à vendre? Et puis, j'ai créé ma bibliothèque. Donc, j'ai une librairie plutôt. Donc, j'ai créé une librairie où on vend beaucoup de livres par mois. Parce que quand je parle de lecture, les gens reviennent vers moi, je dis, mais voilà une opportunité de gagner de l'argent. En plus, moi-même, de mes livres que j'ai écrits, qui sont vendus dans plus de 10 à 15 pays aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire, le minimum, c'est les connaissances. Vous voulez faire un domaine, vous voulez faire de l'agriculture, allez-y apprendre l'agriculture. Accompagnez, et faites-vous accompagner, rapprochez des gens, lisez, faites des formations gratuites sur Internet, ainsi de suite. Vous voulez faire quelque chose, apprenez ce domaine-là. Le domaine même vous dira comment gagner de l'argent, même si vous n'en avez pas. C'est ça le plus important. Et ensuite, maintenant, quand l'argent va venir, vous allez vous développer toute seule. Avec ce que vous gagnez, vous allez vous développer. Et surtout, ne commencez pas avec des prêts. Ne commencez pas avec des prêts. Parce que généralement, les gens ont des idées et ils se promènent pour dire, ah, moi j'ai mon projet, hein, voilà ça, j'ai juste besoin de 2 millions. Qui va te donner ces 2 millions pour comment? Parce que tu vas aller faire un test avec l'argent des gens. Oh, pourtant, toi-même, tu as un iPhone 14. Vends-le si tu es vraiment sûr de ton projet. Ça veut dire que toi-même, tu doutes de ton projet. Sinon, ton iPhone 14, tu as une moto, il y en a même qui ont une voiture. Et puis, ils disent, je cherche 2 millions, c'est pour faire mon projet. Vends ta voiture, achète une moto et puis finance ton projet. Nous, on veut voir d'abord avant de mettre notre argent dedans. Parce que toi-même, si ton petit frère vient te voir et dit, donne-moi 200 000 francs, tu ne vas pas lui donner. Parce que tu n'as pas confiance en lui. C'est de cette même manière, on n'a pas confiance en vous. Donc, celui qui commence et qu'on voit qu'il est sur le bon chemin, je vous assure que l'argent va pleuvoir. Moi, quand j'ai commencé après, on m'a tellement proposé d'argent. Même demain, les gens m'appellent de l'international. Ah, j'ai 5 millions, 10 millions, tu n'en as pas besoin. Je peux intégrer ton projet. Vous-même, vous allez refuser de l'argent à un certain moment. Mais il faut commencer par ses propres moyens, par ses propres fonds, par ses connaissances et sa capacité, et ensuite se développer. Merci. Il y a deux mots, je ne dirais même pas entreprendre, je vais même dire réussir dans la vie de tous les jours, peu importe le domaine que tu fais. Comme elle a dit, la souffrance, ce n'est pas une bonne chose, on ne le souhaite à personne. On va plutôt parler du sacrifice, comme elle a dit. Mais pour réussir, il y a deux éléments qui sont indispensables à la réussite. Si ce que vous devez faire, ces deux éléments-là n'existent pas dedans, il faut quitter là-bas. Même si ça a l'air bien bon, ça veut dire que là-bas, vous allez difficilement réussir là-bas. Pour que vous puissiez avoir du succès dans ce que vous faites, il faut que, vous fassiez des sacrifices. Faire un sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des choses que je n'aime pas forcément pour avoir ce que j'aime plus tard. C'est ça, faire un sacrifice. Ou renoncer à quelque chose que j'aime pour avoir quelque chose de meilleur le lendemain. C'est ça le sacrifice. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il faut qu'il y ait un risque. S'il n'y a pas de risque, souvent c'est que c'est de l'arnaque. Si on vous dit que ça c'est sûr, vous vous rappelez OpenAI, on dit que vous allez gagner l'argent à tous les coups. Voilà, OpenAI est parti avec votre argent. Donc il faut qu'il y ait du risque. Et j'écoutais il n'y a pas très longtemps un monsieur qui me disait, il dit, ton niveau de réussite se mesure à ta capacité à prendre des risques. Plus tu es quelqu'un qui prend des risques, plus les opportunités pour toi de réussir vont augmenter. Quelqu'un qui prend des petits risques aura toujours des petites réussites. Quelqu'un qui prend de gros risques aura toujours des grosses
réussite. Mais attention, il ne s'agit pas aussi de prendre des risques tête baissée. Plus tu avances dans ton domaine, plus il faut savoir jauger et mesurer comment prendre des risques. Il faut calculer les risques. Si je perds ça, ça va pas, je ne vais pas m'écrouler. Mais je peux miser jusqu'à tel niveau et je peux sécuriser ce que je suis en train de faire en faisant ci, en faisant ça. Donc tu prends tes précautions, mais plus tu prends de risques, plus quand ça marche, tu réussis. Quand j'ai organisé ma première conférence à l'hôtel de l'Amitié, le Malien n'est pas habitué à payer de l'argent pour aller regarder une conférence d'une journée. Même quand on dit gratuit, il faut leur demander pardon pour qu'ils viennent. Et moi, j'organise une conférence et je mets les tickets à 10 000 et 25 000. 10 000, 25 000. Mes agents disent, nous, 10 000, 25 000 pour une conférence d'une demi-journée. On commence à 9 h, à 13 h, on a fini. Est-ce que les gens vont venir? J'ai dit, qui ne risque rien, n'a rien. On fait la communication, on communique sur l'événement, on va sur les réseaux sociaux, on passe à la télé, on fait tout. On avait le parrain Mohamed Salia, qui est l'ancien ministre. Et le jour de l'événement, lui-même, on lui a envoyé l'affiche. Tellement qu'il doutait de l'événement, il n'a pas publié sa tête. Il a gardé l'affiche. Donc, il n'a pas voulu publier parce qu'il ne savait pas si l'événement va avoir lieu. Il ne faut pas à la dernière minute, vous connaissez, nous les jeunes, là, on va dire, bon, on va bobler, et ainsi de suite. Et on s'attendait au moins à 75 personnes. Donc, on a commandé la salle pour 75 personnes. Et 24 heures avant l'événement, on avait 45 inscrits. On avait 45 inscrits. Mais on dit, bon, c'est bon, on a la moitié. Au moins, on va se débrouiller, on va faire ça. Et le jour de l'événement, on vient. Moi, je vois, ils ont mis les 75 chaises. J'ai dit, les chaises derrière, là. Enlevez tout ça, les chaises vides, là. Ayou bébé, c'est pas bon pour la photo. On enlève les chaises. Et à 9 h, on commence l'événement. 9 h 30, il n'y a plus de place. Donc, on ramène toutes les chaises, là. Ces chaises-là sont remplies. Il n'y a plus de place. On va chercher d'autres chaises encore pour venir mettre. Finalement, on s'est retrouvé à 150 personnes dans la salle. Et là, on dit, c'est qu'il y a un filon, ça veut dire que les gens peuvent s'intéresser. C'est comme si tout le monde doutait, chacun voulait venir voir avant de payer son ticket. Et on a pris le risque, on a organisé comme ça, c'est passé. Deuxième session, on dit, bon là, on va passer à 300. Comme on a eu 150 et on a fait 300, la salle était remplie. Et là, on a augmenté encore le prix. Et là, on est passé de 15 000, on a fait les tickets de 15 000, de 25 000 et de 50 000. Mes agents ont dit encore, est-ce que les gens vont payer? La salle était pleine. L'année dernière, on a fait une salle de 400 personnes parce que c'était le maximum pour l'hôtel. Et là-bas, on a fait guichet fermé. On a vendu tous les 400 tickets avant l'événement. Et là-bas, et le prix, on avait encore augmenté. C'était 60 000, 45 000 et 25 000. J'ai dit, l'année prochaine, on va mettre à 75 000. On dit, tu exagères. Donc, c'est pour dire, prenez des risques. Vous aurez peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens... Je suis sûr que quand elle est organisée, Bamako Paris se disait, est-ce qu'on aura 170 000 personnes qui vont venir? Mais à la grande surprise, certainement, peut-être que ça a dépassé souvent même tes attentes. Tu te dis, je ne m'attendais pas à tout ce monde-là. Tu avais peut-être une idée dans la tête, mais tu doutes jusqu'à la dernière minute. Souvent, tu te retrouves que, voilà, j'ai bien fait de prendre ce risque-là. Mais parfois, les choses aussi ne vont pas marcher. Parfois, tu vas tout préparer et puis les choses ne vont pas se passer comme ça se doit. Mais vous savez ce qui est beau dans la vie? Quand ça n'a pas marché, tu peux échouer 9 fois. Il te suffit de réussir une seule et puis on va oublier tes 9 fois. Là. On va dire, voilà le champion là, c'est lui. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur d'échouer. Échouez une fois. Et je vous dis, le meilleur moment d'échouer, vous savez c'est quand? Pour vous, c'est maintenant. Parce que qui vous connaît? Personne ne vous connaît, vous vous en foutez. Donc, vous pouvez échouer 100 fois maintenant. Mais quand tu vas commencer à atteindre un certain niveau, il y a des échecs que tu ne pourras plus te permettre. Parce qu'on va commencer à te pointer du doigt. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus échouer. Mais tu vas commencer maintenant à réfléchir 2 fois plus avant de poser des actes. Mais aujourd'hui, si quelque chose te tombe par la tête, fais-le. Namanya, bana. Personne ne te connaît, tu t'en fous, tu passes à autre chose. Tu essayes autre chose demain. Si ça ne marche pas, tu laisses. Tu essayes une autre chose jusqu'à ce que ça finisse par marcher, tu finisses par trouver le bon angle et puis tu continues sur ça. Donc voilà un peu ma réflexion par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. Attention, cette même conférence que vous avez gratuitement, il y en a qui payent pour venir écouter parce qu'eux, ils comprennent maintenant la valeur.
Eux, ils sont prêts à payer pour venir faire une séance de coaching ou pour venir une formation. Parce que maintenant, ils sont dedans, ils vivent ça au quotidien. Et s'ils ne s'en sortent pas, ils vont s'enfoncer. Donc, lance-toi d'abord. Et après, viens me payer pour que je te donne de meilleurs conseils. Ensuite, lui, il a demandé... Mon cabinet se trouve à Faladien. Faladien, Sema, à la rue de l'hôtel Fiesta. Dès que tu viens, tu fais face à mon cabinet. Voilà, c'est pas très compliqué. Dès que tu revires dans la rue de l'hôtel Fiesta, ça fait droit sur le niveau du cabinet. Et à 2 pas, nous sommes en train d'ouvrir l'école. C'est dans la même rue. Voilà. Donc la librairie aussi est là-bas. Voilà, j'ai un espace où j'ai les bureaux, tout est là-bas. Notre département, communication, la librairie, l'espace de formation. Voilà, on a une grande villa là-bas dans laquelle on a aménagé pour nos activités. Donc, il y avait une question qu'il avait posée. Comment faire face à la concurrence? À la concurrence. Vous savez, si vous êtes seul dans votre domaine, c'est qu'il y a un problème. Si tu es seul quelque part, c'est que personne ne veut partir là-bas. C'est qu'il y a un problème là-bas. Parce que tout le monde aime le bonheur. Pourquoi personne ne veut partir là-bas? Donc, il faut accepter la concurrence. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que dans la classe, les gens se battent pour être premiers? C'est parce qu'il y a un deuxième. Sinon, si tu es seul dans la classe, tu es premier d'office, même avec 2 de moyenne. Est-ce que vous comprenez? Tu es premier, tu es aussi dernier. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est la concurrence qui fait que chacun se bat pour obtenir la première place. Et en te battant, tu donnes le meilleur de toi. Parfois, tu as des qualités cachées en toi que seul ton concurrent peut t'aider à ressortir. Parce que, vous savez, quand vous voyez le concurrent partir souvent, quand il réussit quelque chose, souvent, ça crée une forme de petite jalousie en toi. Mais attention, il y a la jalousie positive et il y a la jalousie négative. Il y a une jalousie qui te consume. Ça, c'est l'aigreur. Mais il y a une jalousie qui te motive, où tu veux faire plus, tu veux donner. Tu dis, je ne peux pas dormir, il faut que je me réveille pour aller bosser 2 fois plus. Donc, il faut savoir avoir des concurrents. Il faut savoir être en bonne collaboration avec les concurrents. Moi, je travaille avec mes concurrents. Je forme même mes concurrents. Parce que dans mon cabinet, on a un programme de formation des consultants formateurs. Moi, je suis consultant formateur, je cherche les marchés. Et dans mon cabinet, nous formons les consultants formateurs, qui sont mes concurrents. Mais on collabore ensemble. Quand on les forme, quand on a un marché, c'est leur CV qu'on prend pour mettre à l'intérieur. C'est eux qu'on appelle pour venir exécuter. Donc, vous voyez qu'on peut être concurrent et collaborer ensemble. Parce qu'il y a des choses, on ne peut pas aller seul et puis avoir. On est obligé de se mettre ensemble. Sinon, on prend des petits marchés. Mais quand on est ensemble, on peut aller chercher des gros marchés. Donc, arrivé à un moment, il ne faut pas que vos concurrents vous gênent. Il ne faut pas à chaque fois que vous les voyez, vous soyez, je ne sais pas, dans un état de jalousie, d'aigreur excessive. Non. Il faut savoir apprécier leur réussite et se battre peut-être pour réussir plus. Et arrivé à un moment aussi, il faut savoir oublier votre concurrent. Moi, il fut un moment, à chaque fois que je voyais mon concurrent faire la même chose que moi, j'avais le cœur qui battait. J'ai dit, est-ce que lui, là, il ne va pas prendre tout le marché? Après, je me suis rendu compte que le marché est tellement vaste que nous deux, on ne peut pas satisfaire la demande. Tellement qu'il y a le marché. Parce qu'avant, je ne voyais que Bamako. Après, je me suis rendu compte que non, le marché, c'est toute l'Afrique. Donc, toute l'Afrique est tellement vaste. Et même l'Europe, la diaspora, je me suis rendu compte, non, il y en a à manger pour tout le monde. Il faut juste savoir se battre et puis continuer. Il a parlé du deuxième élément de l'instabilité. Tu parles de quoi? Coupure de courant. Ou bien tu parles de l'insécurité au nord. Non, je sais, je te taquine. C'est juste pour te dire que il faut savoir s'adapter à sa réalité. On a la chance ou la malchance d'être dans un environnement, je vais me blesser. Dans un environnement instable. Vous voyez, mais c'est à nous de nous adapter, de trouver les solutions. Chaque problème, vous savez qu'il y a des gens qui sont actuellement en train de prier Dieu pour que les coupures d'électricité ne s'arrêtent pas. Parce que eux, ils vivent maintenant de ça. Il y en a qui ont commencé à construire depuis que le courant a commencé à se couper.
Les réparateurs de groupes électrogènes sont devenus riches. Les vendeurs de groupes électrogènes ont commencé à payer les terrains. Les vendeurs d'appareils solaires, actuellement là, ils sont en train de construire aussi. Les vendeurs de carburant, là on n'en parle même pas. Donc, il faut que tu me dises, Namasa, Doga Bomatedia. Ni Doga Bomasa, Doga Natedia. En français, comment on dit ça? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, il y a une opportunité en chaque chose. C'est à toi de savoir t'adapter, trouver la solution. Moi, quand le courant s'est coupé, la première chose que j'ai fait après une semaine, peut-être que moi j'avais les moyens, je suis allé payer un truc solaire, je suis venu installer. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, mettez-vous ensemble. C'est ça aussi, souvent, l'intelligence. Mettez-vous ensemble. Vous êtes tous dans un bâtiment, il y a 5 magasins. Vous êtes tous dans le noir. Le groupe électrogène fait 250 000. Une seule personne ne peut pas payer. Mais 50 000 fois 5, ça fait combien? 250 000, vous payez un groupe, vous vous débrouillez, vous payez un appareil solaire. Il faut savoir s'adapter à l'instabilité. Tu ne peux pas te plaindre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions face aux problèmes. On ne sait pas quand cette instabilité-là va finir. Donc, tu ne peux que te battre, t'adapter et continuer à vivre et même à survivre. Quand ça finit, tu es déjà positionné. Et là, tu continues. Donc, ça, c'est vraiment le conseil que je peux te donner. Par rapport à l'idée, moi, souvent, le conseil que je donne, c'est quoi? Si tu n'as pas d'idée, tu ne peux pas entreprendre. Donc, ton rôle tu ne dois pas chercher maintenant à entreprendre, tu dois chercher à trouver une idée. Maintenant, tu as toi-même répondu à la question. Tu dis qu'on dit souvent d'entreprendre à ce qu'on aime. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Laisse l'idée. Dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu aimes faire? À part quand tu quittes l'école, tu aimes faire quoi? C'est quoi ton passe-temps? Ton loisir? Tu as un loisir? Donne-lui le téléphone. Tu aimes écouter la musique, faire du sport, regarder la télé, les jeux vidéo, t'habiller, acheter des habits, manger. Tu n'as pas un loisir, quelque chose que tu aimes faire comme passe-temps? Faire la cuisine. Tu aimes faire la cuisine? Non, c'est elle qui a mis ça dans ta bouche. Tu n'as aucune idée de ce que tu aimes faire pour passer le temps. Tu ne vois pas trop. Dans ce cas, fais de la lecture. Voilà la meilleure solution que j'ai pour toi. Lis. Lis. Pour toi aujourd'hui, fais de la lecture ton cheval de Troie. Lis. Tu vas avoir beaucoup d'idées. Tu ne sauras même pas lesquelles choisir parmi les idées. Et petit à petit, au fur et à mesure que tu vas lire, tu pourras choisir. Tu vois, parce que là, une calebasse, tu m'excuses, ce n'est pas de toi que je parle, mais une calebasse vide, on ne peut rien piocher dedans. Il faut d'abord la remplir. Donc, lis, fais de la lecture, tu cherches des livres que tu aimes. Si c'est les romans, lis des romans. Si c'est les livres de développement personnel, lis les livres de développement personnel. Si c'est les livres d'économie, de droit, cherche, même si c'est des magazines, même si c'est des mangas, des dessins, cherche des livres et lis beaucoup. À force de lire, moi, 90% de mes idées, c'est dans les livres que je les ai trouvés. Je disais que mon idée de développer une plateforme, c'est quand je lisais le livre L'autoroute du million. Ainsi de suite. J'ai eu beaucoup d'idées comme ça. Je lisais un livre et puis j'arrive quelque part, ça fait cling. En fait, ce n'est pas l'idée même qui est dans le livre. Mais il donne une explication de quelque chose qui m'envoie moi-même une autre idée. Donc, lis beaucoup. À force de lire, tu vas voir que si réellement tu es fait pour l'entrepreneuriat, l'idée va finir par venir seule. Deuxième élément, sois actif. Rentre par exemple dans les comités d'organisation de ces genres d'événements. Rentre dans les associations. Est-ce que tu vois? Sois actif. Et quand tu es actif, tu es entouré de personnes. Vous êtes là, vous êtes en train d'organiser un événement et puis tu vas voir, paf, on manque par exemple de tel. Et puis ça peut être une idée pour toi. Ah, s'il y a un problème dans ça, peut-être que moi je peux me lancer dans ça pour résoudre ça. Et ainsi de suite. L'idée peut naître comme ça. Mais tant que tu es inactif, c'est-à-dire tu quittes l'école, tu es à la maison, tu ne fais rien. Tu es inactif et tu ne lis pas, ça va être difficile de pouvoir trouver réellement ce que tu peux faire. Et puis, au fur et à mesure, tu vas perdre du temps. Donc la lecture, pour moi, c'est la meilleure solution que tu peux mettre en œuvre. Non. Je n'aime pas la lecture à l'écran parce que je pense que ce n'est pas bon pour les yeux. Voilà, j'aime les livres physiques parce que je me dis, tu as ça physiquement, tu lis, tu peux mettre après dans ta bibliothèque, tu gardes, ton cousin peut venir emprunter.
il va lire ainsi de suite. Il n'y a pas de livre numérique. Celui qui veut en physique peut aller sur ma page. Il va avoir les numéros de téléphone, il appelle, on peut même le livrer. Ou j'en ai quelques exemplaires dans la voiture, ceux qui veulent après la conférence. Voilà. Moi, je suis un entrepreneur. Partout où je passe, je me dis ici, là, il peut avoir un peu d'argent à se faire. Donc, j'ai des exemplaires pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Au lieu d'attendre demain, là, aujourd'hui est là. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Mais tout le monde peut essayer. Tout le monde peut essayer. Parce que pour moi, la meilleure façon de savoir si tu peux devenir entrepreneur, c'est d'essayer. Comment on peut savoir qu'un plat est bon si on ne goûte pas? À l'œil, ça peut être bon, mais souvent tu mets dans la bouche, tu dis, je n'aime pas trop ce plat-là. Souvent tu regardes un plat, c'est pas très beau, mais quand tu mets dans la bouche, tu dis, et pourtant c'est pas mal. Hein? Donc pour moi, tout le monde peut essayer. Tout le monde peut essayer. Maintenant, si tu as trouvé ta voie, toi-même tu sais que ce n'est pas fait pour toi dans ton fort intérieur. Ça veut dire que tu as déjà la réponse. Il y en a aussi qui ont dans leur fort intérieur qu'ils peuvent. Mais il y en a qui doutent. Celui qui doute, la seule manière d'enlever le doute, c'est d'essayer, c'est de tester, c'est de voir. Si ça ne marche pas, tu auras encore l'opportunité de retourner au salariat. Maintenant, quand vous prenez un exemple, en Europe, vous allez voir que là-bas, ils sont plus malins, ils savent s'associer. Vous allez voir que moi, par exemple, je n'ai pas les traits d'un entrepreneur, mais je suis bon, je suis un bon consultant, je suis un bon exécutant. Qu'est-ce que je fais? Je m'associe à elle qui a du relationnel. On fait 50-50. Elle va chercher les marchés, moi j'exécute. Parce que je suis bon quand je suis à l'intérieur, mais on est tous les deux promoteurs de l'entreprise. Mais il y a une chose que moi je sais faire qu'elle ne sait pas faire, il y a une chose qu'elle sait faire que moi je ne sais pas faire. Et là on se met ensemble. Aucun entrepreneur n'est complet. Vous pouvez réussir, mais vous ne serez jamais complet. Vous aurez toujours besoin de compléments. Si ce complément-là a un intérêt égal à ton intérêt, il va se battre autant que toi. Mais s'il travaille pour toi, il va se battre. Mais arrivé à un moment, soit il va vouloir partir, soit il n'aura plus cette même motivation-là. Parce que quelque chose qui t'appartient et quelque chose qui ne t'appartient pas, il n'y a pas la même motivation sur le long terme. Donc c'est pourquoi moi, par exemple, je dis à mes employés, je dis celui qui a 5 ans dans mon entreprise, je l'offre la possibilité de devenir actionnaire. Mais tu dois payer ces parts-là. Je ne te les donne pas gratuit parce que le travail que tu fais, je te paye. Si tu peux devenir actionnaire, mais tu dois payer ces parts-là. Pourquoi? C'est pour qu'ils restent. Parce que je sais qu'au bout de 5 ans, 10 ans, quand ils vont être bons, ils vont connaître tout dans le domaine. Ils vont dire, si je connais tout, je n'ai plus rien à apprendre ici. Pourquoi je reste? Donc je dis, bon, au lieu d'aller de reprendre à zéro, ce qu'on a bâti là, prends une part. Et là, tu as ton salaire, mais en fin d'année, tu as aussi des dividendes. On partage les profits. Moi, je gagne, toi, tu gagnes, on gagne, gagnant-gagnant. Mais c'est quand tu veux manger seul. C'est là, à un certain niveau, ça devient complexe. Donc, voilà, moi, ma méthodologie et ma réflexion. Merci beaucoup. Quelque chose ne te plaît pas, qu'avec le temps, cette même chose-là puisse te plaire. C'est possible aussi. Vous savez, on dit jamais, jamais. Mais moi, généralement, le conseil que je donne aux gens, c'est quoi? Tu peux faire quelque chose qui ne te plaît pas, mais pendant un temps, pour avoir quelque chose, afin d'aller faire plus tard ce qui te plaît. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je peux être dans un métier aujourd'hui qui ne me plaît pas forcément, mais je gagne de l'argent dedans. On me paye, ça me nourrit. J'ai 2 choix. Soit j'abandonne sur place. Mais si je vois que j'abandonne sur place, c'est trop risqué. Je reste, je gagne mon argent, j'épargne, j'économise, et puis un jour je quitte pour aller faire réellement ce qui me plaît. Troisième possibilité, dans ce qui ne me plaît pas là, je cherche ce qui me plaît. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez, principalement, beaucoup parmi vous n'aiment pas les études. Vous n'aimez pas l'école, on sait. Ce n'est pas la peine de vous cacher. Même moi, je n'aimais pas l'école. Mais par contre, j'aimais la connaissance. Est-ce que vous me suivez? J'aimais la connaissance. J'ai toujours été quelqu'un qui aime apprendre de nouvelles choses. Donc, j'allais à l'école
en me concentrant sur le fait que j'allais apprendre quelque chose de nouveau. Je n'aimais pas l'école, mais jamais apprendre. Donc dans ce que je n'aimais pas, je cherchais la partie qui m'intéresse et je me focalise dessus. Et je disais à mes élèves la dernière fois, j'ai dit, si vous n'aimez pas l'école, vous devez travailler, vous devez étudier, parce que vous n'aimez pas l'école. Comme ça, vous allez vite finir et partir. Mais si vous n'aimez pas et que vous n'étudiez pas, vous allez redoubler, vous allez rester encore plus longtemps. Donc quand on n'aime pas l'école, on doit étudier 2 fois plus pour pouvoir partir. Donc, dans ce que vous n'aimez pas, vous pouvez chercher toujours un petit truc à l'intérieur et vous accrocher à ça. Ou vous pouvez vous dire que ça va finir bientôt. Ça va finir dans 2 ans, 3 ans, j'aurai déjà fini, je vais passer à autre chose, je vais pouvoir faire réellement ce que j'aime. Mais je vous assure que quand vous allez rentrer dans le monde du travail, l'université va vous manquer. Hein. Ça va vous manquer. Donc profitez dès maintenant de vos heures à l'université parce que nous, on a encore envie d'être à votre place. Mais voilà, chaque chose a son temps, il faut le vivre et puis il faut passer à autre chose, quoi. Voilà la réponse que je peux donner à ta question. Sans casser les œufs. Donc, ce qui fait que quand on décide, je ne dirais même pas de devenir simplement entraîneur, quand on décide de réussir, on change de mentalité, mais on change aussi également son entourage et son environnement. Parce que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre la nouvelle logique dans laquelle tu veux te lancer. Je prends un exemple. Quand moi je me suis lancé au début, je ne pouvais ni aller dans les mariages, les baptêmes c'était compliqué. Parce que moi je travaille du lundi au dimanche. Et à Bamako on sait que les mariages c'est souvent les jeudis ou les dimanches. Et tu t'imagines, on a une formation le jeudi et il y a un mariage le jeudi. Je vais où? Je pars où? Je pars à la formation. Parce qu'on a déjà calé notre formation. Et c'est là-bas qu'on me paye. C'est là-bas que je dois payer la facture à la fin du mois. Donc, ça fait que tu n'es pas souvent très disponible pour la famille. Tu n'es pas souvent très disponible pour les amis qui vont dire, bon, toi là, tu te prends pour qui? On ne te voit plus. Tu vois un peu. Tu n'es pas souvent très disponible pour beaucoup de choses. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Donc, ta vie sociale peut prendre un coup au début, dans les débuts. Tu ne peux pas être partout à la fois, aller faire ce que tu veux, ainsi de suite. Donc tu dois accepter ça. Il y a certains amis aussi que tu dois abandonner. Oui, parce que vous savez, quand on est ami, si tu ne peux pas influencer ton ami va forcément t'influencer. Vous ne pouvez pas être amis pendant longtemps sans que l'un influence l'autre. Ce n'est pas possible. Donc si tu as un ami, ou parmi tes amis, il y a certains qui sont pessimistes. Tout ce que tu viens leur raconter, ils disent, ça là, on a vu ça ici, ça ne va pas marcher. Et ça là, vraiment, ce n'est pas la peine. Qui tout le temps essaie de te décourager. Quand tu as des difficultés, c'est lui-même qui t'enfonce. Il est pressé même que tu échoues. Il te dit, on t'avait dit, ça n'allait pas marcher. Tu n'écoutes pas les gens. Voilà maintenant. C'est des amis qu'il faut éviter. Il faut plutôt trouver de nouveaux amis dans le domaine de ton environnement, de ce que tu fais, qui vont te dire, ah non, ne t'inquiète pas, on est tous passés par là. C'est bien qu'à un moment, voilà, tu vas dépasser ça et tu vas. Là, tu vois, tu ressors avec cette énergie-là de continuer. Donc, moi, il y a des amis que j'ai, je ne prends même pas les téléphones. Quand ils m'appellent, je ne prends pas le téléphone, je ne veux pas parce que c'est des hommes à problème. Et moi-même, je connais, je sais que lui, là, c'est un homme à problème, donc je les évite. Tu vois, seulement quand je n'ai pas le choix. Mais il y a d'autres, par contre, j'appelle. Tu es où? Est-ce que je peux venir? Est-ce qu'on peut changer? 5 minutes d'échange. Comme on a dit, la vie, c'est des sacrifices. Si on est tous les deux à ce niveau-là, et que moi, je monte, je suis là. Toi, tu ne veux pas monter. On n'est plus sur la même longueur. La seule manière pour qu'on se retrouve, c'est quoi? Il faut que soit moi, je redescende derrière. Parce que toi, tu refuses de monter. Tu fais quoi? Tu continues ou tu descends? Tu continues. Et plus tu continues, tu vas creuser l'écart. Donc, il y a même des amis intimes que tu seras obligé d'abandonner. C'est pourquoi quand quelqu'un réussit, devient riche, on dit depuis qu'il a eu l'argent, il ne vient plus. Non, vous n'avez plus le même niveau ni la même mentalité. Parce que quand lui vient au grain, il ne peut pas causer avec vous. Quand il va dire, vous savez, mon projet de 50 millions, là, on va dire qu'avec Awasode. Parce que quand il va commencer à dire des gros chiffres dans les causeries, lui, il veut parler de projet. Vous voulez critiquer le monsieur qui passe de l'autre côté là-bas. Lui, il veut parler de ses rêves. Vous êtes assis là-bas à parler de Cristiano et de Ronaldo. Vous n'avez pas le même débat encore. Est-ce que vous voyez?
Donc, du coup, ça devient compliqué pour toi de t'exprimer même dans ce groupe-là. Tout ce que tu dis, ils vont mal interpréter. Tout ce que tu fais, ils vont dire c'est parce que toi, tu as réussi, ou tu as ça, tu fais ci, tu fais ça. Tu vois. Donc, réussir, grandir, c'est savoir faire ces sacrifices-là, même au niveau de ces liens. Maintenant, la famille, à un moment, tu seras absent. Mais si tu réussis, ils seront les premières personnes qui vont en bénéficier. Tu vois, moi, quand je commençais là, on ne me voyait pas dans les événements. Mais aujourd'hui, je pars dans tous les événements. Avant, même quand je pars, et je peux faire maintenant un geste. Avant, je ne pars pas, quand on m'appelle, je dis, je n'ai même pas l'argent. Donc, j'ai fait ce sacrifice-là pour qu'aujourd'hui, je puisse réellement être au petit niveau où je suis. Donc, avec le temps, les choses vont évoluer. Mais tu dois être prêt psychologiquement pour tenir. Parce qu'on va te mettre une pression de ouf. Moi, je me rappelle quand les amis faisaient les mariages, ils disaient, on n'a qu'à faire cotisation pour faire, comment on appelle le truc là? Les habits que vous portez tous pareils. L'uniforme. J'ai dit, moi, je ne suis pas dedans. J'ai dit, parce qu'on est 15. Si on fait l'uniforme pour lui là, le mois prochain, on va faire pour lui. Pour lui. Ça devient une dépense pour moi. J'ai dit, donc, je le fais pour personne. Et je veux que personne ne fasse ça pour moi. Le jour de mon mariage, il n'y a pas eu d'uniforme. Mais je me suis marié quand même. Merci. Les études, c'est très important. Ne vous limitez pas simplement à ce que ITMA vous donne. Initiez vous-même des choses au sein de ITMA. Vous devez aller tout le temps aller voir la directrice et l'administration pour leur dire, on a une idée. On veut faire ça au sein de ITMA. Tout le temps, vous devez venir avec de nouvelles idées. C'est à vous de proposer. L'université, ce n'est pas un endroit où on vous donne, c'est un endroit où on crée. C'est un endroit où on propose. Ce n'est pas à vous tout le temps de venir dire le prof nous donne. Non, vous devez venir avec des idées, organiser des événements. Mais ne vous limitez pas à ça. Créez un club d'anglais. Créez un club d'informatique. Créez un club de lettres. Créez un club de sport. Est-ce que vous voyez? C'est là-bas où tout ce que vous apprenez va prendre du sens. Créez même un club de musique, de slam, de poésie. En fin d'année, organisez des événements où chacun va venir démontrer son savoir-faire. Donc, c'est là où vous allez apprendre le plus de choses. Donc, sachez que vous avez tous une capacité extraordinaire. Et il y a Albert Einstein qui disait « Everyone is a genius, but if you judge a fish by his ability to climb a tree, it will live his whole life believing that it's stupid. » Vous applaudissez, vous n'avez rien compris. Attends, je vais traduire d'abord. Il dit, en chacun de nous se cache un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Pourquoi? Parce que le poisson ne sait pas grimper à l'arbre. Le poisson sait nager. S'il y avait un club dans tous ces éléments-là, si vous étiez actif, elle allait découvrir dans quoi elle se plaît. Elle allait essayer ces clubs-là et dire, c'est ce club-là dans lequel je me plais. Et là, elle allait pouvoir choisir quelque chose. Moi, je prends souvent pour modèle les États-Unis. C'est-à-dire, quoi. Il faut savoir copier. Il faut savoir le copier, c'est ça. Les Chinois, ils ont copié les Américains jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de les dépasser. Donc, vous aussi, apprenez à copier celui qui fait bien. Créons des clubs, soyons actifs. Et moi, mon slogan, c'est « Passons à l'action ». Je l'écris même sur mon livre, « Passer à l'action ». Tu as une idée, teste. Namanier, passe à autre chose. Ça te coûte absolument rien de tester. Et petit à petit, vous allez évoluer. Donc, développez aussi de nouvelles compétences. La formation, l'université va vous donner les bases, le fondement. Quand on construit une maison, il y a ce qu'on appelle le soupassement. L'université va vous donner le soupassement. Allez-y chercher l'élévation. Allez-y chercher la toiture. Meublez vous-même. Mais si on n'a pas un bon fondement, on n'a pas un bon soupassement, on ne peut pas construire des étages. Donc, l'université va vous donner un fondement lourd pour que vous puissiez faire 10 étages, 15 étages. Donc, si vous ne prenez pas au sérieux vos études, vous aurez un soupassement qui ne peut pas prendre plus de 1, 2 étages. Mais si vous prenez au sérieux, vous aurez un soupassement qui est lourd et vous pourrez construire grandement dessus. Donc, que vous aimez ou pas, prenez au sérieux. C'est ça aussi le sacrifice. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.